C'est toujours avec un grand plaisir que je reviens tous les dimanches soirs vous présenter votre numéro préféré, Hightech 221. Tout de suite, nous allons démarrer avec l'actualité nationale pour vous parler de Mbalit, qui est une poubelle artificielle intelligente créée par deux jeunes inventeurs sénégalais qui sont les vainqueurs d'ailleurs des 55 heures d'innovation. Donc notre projet Mbalit qu'on vous présente, c'est ce qu'on appelle une poubelle intelligente. Pour comprendre l'aspect intelligent qu'on a ajouté, il faut contextualiser. Parce que les poubelles actuellement, ce sont juste des dispositifs simples qui ne répondent pas forcément à certains besoins écologiques, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une poubelle qui dispose d'un moniteur qui explique à la personne comment s'y prendre pour recycler convenablement ses déchets. Donc une fois que la personne est en face de la poubelle lui parle en français d'abord, puis en wolof, et lui dit, par exemple, si vous avez un déchet métallique, mettez-le dans le compartiment bleu. Et ensuite, ce déchet-là sera récupéré. Des données seront enregistrées qui vont aider les agents en charge de la gestion des déchets. Et ce déchet-là, ensuite, pourra redevenir aux choses par les moyens du recyclage. En fait, Mbalit, on l'a fait par rapport à un cadre bien défini. On participait au concours des 55 heures organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et le thème, c'était les applications numériques au service du développement. Donc on a choisi le thème de la gestion des déchets et c'est dans ce cadre précis-là qu'on a choisi de faire Mbalit. La poubelle permet de trier les déchets, elle permet de faire le tri sélectif des déchets. Ce que nous ne faisons pas au Sénégal par exemple. Et là du coup on perd tout le potentiel recyclable. Donc avec Mbalit déjà nous pourrons trier les différents déchets et à partir de ça nous pourrons trouver des stations de recyclage et recycler nos déchets et leur donner une nouvelle vie. Du coup les déchets seront comme une richesse et notre pays sera disons plus propre. Nous restons toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle avec cette fois-ci le Gaindé Startup Challenge 2018. En effet, nous sommes à la 4e édition avec 13 écoles en lice. C'est une première phase qui consiste à accueillir les postulants, qui leur demandent de se présenter, de présenter la structure, comment ils sont organisés, comment ils comptent conduire leur future entreprise, parce que c'est un challenge qui est monté à Gaindé 2000 pour permettre aux gens de créer une entreprise et de bien la développer, parce que de bien démarrer accompagné par Gaindé 2000. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore l'évaluation de leur projet, mais l'évaluation de leur organisation au bout d'une trentaine de minutes pour décliner leur présentation à eux, mais aussi la structure qu'ils comptent mettre en place pour relever le défi du challenge que Gaindé 2000 organise depuis 4 ans. Cette initiative est très importante parce que ça donne la chance aux gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer leur entreprise, de se réveiller, de venir participer et montrer leur talent. Parce qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés et qui veulent s'investir dans le monde de l'entrepreneuriat, mais malheureusement, ils n'ont pas ces genres de chance-là, ces genres d'initiatives pour y participer. C'est la 3e fois de participation pour l'université de Ziguinchor et heureusement, on est vainqueur de l'année dernière et on tient à maintenir la cap cette année. Nous avons eu à présenter comme projet un système de recrutement intelligent pour tout ce qui est DRH et administration, pour faire du profiling pour les talents à recruter pour l'entreprise. Nous félicitons Gaindé 2000 pour ce challenge parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de ne pas être confrontés aux problèmes d'employabilité, c'est-à-dire les recherches de l'emploi. Gaindé 2000 nous permet aujourd'hui d'être incubés pendant 1 an, d'avoir une entreprise bien faite et coachée. Parler de la presse en ligne est un sujet qui, nous, à Hightech 221, nous intéressera toujours au plus haut point. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans TechZoom, nous allons vous proposer un dossier sur la presse en ligne au Sénégal, d'autant plus qu'ils sont toujours sur la sellette et au devant de la scène. Le développement de la presse électronique en ligne date de la fin des années 90. Il s'agissait alors de mettre en ligne le contenu du journal imprimé. La transposition peut être totale ou partielle. C'est quoi la presse en ligne? Comme son nom l'indique, c'est des informations qui sont stockées sur le net. On peut prendre l'exemple d'ActuNet, Sénéweb. Il y a une forme de journalisme dont le support principal est l'Internet.
La presse en ligne est une presse qui fournit l'information via l'Internet. La presse en ligne est une forme de journalisme utilisant Internet comme support, par le biais notamment de versions électroniques, de médias traditionnels ou bien de journaux en ligne. Comment voyez-vous l'évolution de la presse en ligne? Elle occupe une place primordiale dans le journalisme. Avec l'Internet, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je pense que ça prend une évolution, pour moi, positive, parce que dû à l'accessibilité des informations. Il suffit seulement d'avoir Internet pour avoir toutes les informations dont on a besoin. Oui, depuis quelques années, on constate que la presse en ligne se développe. L'évolution de la presse en ligne est de nos jours plus remarquable. Il réside une presse écrite en son sein, des vidéos, de l'écrit et tout ça. Ça ressemble de plus en plus à la télévision. Quelle est la particularité de la presse en ligne? La particularité, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'accessibilité aux informations. La presse en ligne se particularise par rapport à la presse écrite, par exemple, par sa rapidité. La presse écrite qui attend le lendemain. Sa particularité réside dans le fait que la presse en ligne donne des informations en temps réel. La presse en ligne permet à la population d'acquérir les informations nécessaires et fiables le plus rapidement possible. La presse en ligne, pour être un média à part entière, c'est l'existence d'un véritable marché, notamment au niveau de la distribution de ces journaux auprès du grand public. Quels sont les enjeux de la presse en ligne? On peut dire que avec la presse en ligne, on invite le lecteur à participer, c'est-à-dire à donner son point de vue. À l'exemple, si une information est fausse, le lecteur aussi peut apporter son esprit critique ou bien sa contribution dans cette information. Les gens, je dirais par exemple la non-fiabilité peut-être de certaines informations, parce que vu que tout le monde a accès à Internet, certains gens peuvent y entrer des informations qui ne sont pas fiables. C'est un secteur qui pourrait valoir beaucoup de satisfaction au gouvernement. Donc le gouvernement aujourd'hui gagnerait à assainir le secteur de la presse écrite, de la presse en ligne. La presse en ligne est pour l'instant loin d'être un média à part entière. Et ce, pour la raison majeure que certaines caractéristiques essentielles de tout média lui font encore défaut. Ce qui manque aux journaux en ligne, c'est un véritable modèle économique, un public bien défini et clairement identifiable. La presse en ligne ne répond pas à la définition de média de masse. En revanche, elle donne lieu à l'émergence d'une industrie culturelle, informationnelle sur l'Internet qui se vérifie à travers un circuit de production, de diffusion et de production de l'information en ligne. Orange repousse les limites de l'Internet. Désormais, avec 250 francs, bénéficiez de 75 émos au lieu de 50 émos. Orange s'engage à vous connecter toujours plus et toujours mieux. Orange. Je vous laisse avec l'invité du jour qui est bien sûr et toujours interviewé par notre Basile national. Nous vous proposons la rediffusion de la rubrique Tech Guest avec Lamine Beng qui nous a récemment quittés. C'est une façon pour nous de rendre hommage à cet homme qui a beaucoup contribué au développement du numérique au Sénégal. Par ma voix et l'ensemble de l'équipe de TriTech 221, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Lamine Beng, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous êtes spécialiste dans le digital, mais surtout on vous reconnaît en tant que comédien. Mais un spécialiste, quand on dit un spécialiste, c'est parce que quelqu'un qui est dans le domaine du numérique. Vous avez su quand même être un pionnier dans ce domaine-là. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du théâtre, le début, et avec le numérique là où nous sommes aujourd'hui? Je pars du principe que, en fait, aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque où en fait, le contenu devient roi. Dès l'instant que j'ai été en mesure de plus ou moins de comprendre le nouveau phénomène qui est en train d'arriver, je me suis dit qu'il va falloir tout faire pour ne pas être laissé en rade. Alors je suis allé me documenter et j'ai appris. Et je me suis rendu compte qu'on peut apprendre
qu'on peut apprendre à apprendre. Donc j'ai appris à apprendre et ça m'a tout naturellement donné l'occasion de m'imprégner dans ce vaste réseau du numérique. Exactement. Alors on vous a vu aussi, vous avez joué beaucoup de théâtre, hein, mais aujourd'hui la donne a changé parce qu'on voit beaucoup de théâtre au niveau du numérique. Vous, au niveau de votre, de ce que vous faites, est-ce que vous avez donné une place importante dans cet aspect-là, la numérisation du théâtre sénégalais? Oui, moi je mène un combat déjà, c'est un combat culturel. Alors le combat culturel ne peut pas se faire actuellement sans cette connaissance de ces outils qui existent, des outils du numérique qui existent. Donc ayant fait cette prise de conscience, je me suis dit, il va falloir qu'on se forme nous-mêmes, mais qu'on forme aussi les acteurs qui sont là. Il y a du contenu, par exemple côté théâtre, mais comment faisons-nous avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver pour que ce soit accessible et que ce soit compréhensible même. Voilà, parce que maintenant le paradigme a changé et c'est pourquoi moi je me positionne vraiment comme étant le relais. Avant il y avait des télévisions, il fallait tropicaliser. Moi je me positionne comme quelqu'un qui tropicalise l'information qu'on doit recevoir afin que la population soit au courant de ce qui se passe. Alors vous êtes aussi gestionnaire d'une chaîne YouTube qui a à peu près 100 000 abonnés, donc ça veut dire que vous êtes à plein, à fond en fait dans le domaine du numérique. Quelle est votre vision par rapport aux séries qui apparaissent aujourd'hui et comment tu as fait en fait pour essayer de relever les défis? Alors moi je suis très content parce qu'il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, de chaînes YouTube qui sont nées de ma chaîne YouTube. D'accord? Tout simplement parce que c'est des gens que j'ai amenés chez moi, je leur ai expliqué comment ça se passe. Et aujourd'hui, même il y a une série qui passe au niveau de la TFM. Et ils étaient chez moi pendant 1 an, ils ont compris aussi comment on fait du contenu. Donc, mais c'est quelqu'un de très très intelligent aussi, il a compris tout de suite. Et je suis fier d'être à l'origine un peu de ceux qui ont participé à ce développement. Moi, tout ce que je fais, c'est cette prise de conscience, que les gens comprennent ce qui se passe. Quand il y a un vent qui arrive, qu'on comprenne c'est quoi ce vent-là. Est-ce que c'est un vent destructeur ou est-ce que c'est un vent bénéfique? Donc moi, je sais plus de me positionner. Est-ce qu'avec ce que vous faites aussi, avec l'évolution du numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le contenu réel est là? Est-ce que les Sénégalais produisent du bon contenu adapté aux Sénégalais? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans le contenu. Le contenu, ce n'est pas seulement ce que l'on pose sur la table ou ce que l'on nous montre. Le contenu, c'est aussi la capacité de savoir comment faire du contenu et du contenu utile. Hein? Utile surtout. Du contenu utile, parce que du contenu, il y en a. Quand je vous regarde, je vois que du contenu. Donc voilà, maintenant le contenu, c'est contenu pour qui? Pourquoi? Pour quelle utilité? Donc c'est sur ça qu'on devrait travailler. Parce que chaque contenu doit être taillé comme on taille un arbre. Un arbre, au début, l'arbre il est très fixe. C'est une façon de... L'arbre est très fixe, il ne bouge pas. Mais en taillant l'arbre, on peut en faire une pirogue qui va de pays en pays. Le contenu, c'est pareil. Mais vous, avec votre expérience, quel est le message que vous allez lancer à ces créateurs de contenu-là? Comment faire, par exemple, pour vivre de ce qu'on fait sur Internet? C'est très simple. Il y a quelque chose de fondamental que j'ai l'habitude de dire. Oui. Tu peux prendre une même vidéo. Oui. On est toujours dans le contenu. Oui. Une même vidéo. Poster cette vidéo, tu as 10 vues. Oui. Cette même vidéo, tu repostes encore cette vidéo, tu as 40 000 vues. Oui. Pourquoi? Je t'explique quelque chose de très simple. Quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je dis, écoute, quand toi, Basile, tu viens chez moi, je te montre mon album photo. Mais si c'est le caméraman là, qui est là, et qui vient me voir, je sais qu'il est célibataire, il n'est pas marié, il veut se marier. Je lui dis, dans cet album photo là, eh bien, il y a sa future femme. La façon de regarder l'album photo est différente. Ce sera qui fera le nombre de vues. Et c'est ça que YouTube vend. C'est ça que Google vend. C'est ça, on est dans l'économie de l'émotion. Et qui c'est qui porte mieux l'émotion aujourd'hui que ce sont les artistes? Exactement. Est-ce que c'est suffisant avec les artistes? Parce que ce n'est pas souvent des artistes comme vous qu'on voit sur le web. C'est quoi quel conseil pourriez-vous donner à ces gens-là? Il faut qu'ils développent leur profondeur d'écoute. C'est-à-dire? Leur profondeur d'écoute. Moi, j'ai mis en place une école de formation. Et tout ce qu'on fait, c'est du coaching. Et en substance aussi, nous faisons tout pour que les étudiants comprennent. Tout simplement. Donc, il y a encore du travail à faire? Oui, il y a du travail à faire pour la compréhension des choses, de ce qui nous arrive. Hein, le numérique, c'est très vaste. C'est comme la mer.
Il y a plusieurs couches. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc, ouais, il y a du travail à faire. Ouais. Donc, il y a du travail à faire au niveau des artistes, au niveau de la création du contenu. En tout cas, Lamine, on n'a pas eu le temps de tout terminer, mais l'émission, c'est assez... Ça dure juste 6 minutes. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous prochainement. Je vous laisse tout de suite avec la rubrique TIC qui vous permet de savoir les trucs et astuces pour assurer en matière de technologie. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'adressage IP. Dans un réseau, nous avons deux types d'adressage, ce qu'on appelle adressage IP public et adressage IP privé. L'adressage IP privé, c'est quelque chose que nous gérons. Par exemple, au sein de notre réseau, ça, on n'a pas de problème. On peut utiliser des adresses de classe A, de classe B ou de classe C. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème réside réellement sur ce qu'on appelle une adressage IP public. Une adresse IP publique est unique pour tout un chacun. Si par exemple on t'attribue une adresse IP publique via une connexion Internet, ça veut dire que c'est unique au monde. Maintenant, avec l'avancée de la technologie, nous allons avoir de plus en plus des objets connectés. Donc chaque objet va nécessiter sûrement une adresse IP sûrement publique. Donc d'où les limites actuellement d'ici quelques années de ce qu'on appelle l'adresse IP V4. C'est pourquoi si vous remarquez bien, par exemple, vous avez beaucoup d'équipements, par exemple les ordinateurs et tout sont équipés déjà de ce qu'on appelle une adresse IP V6. Ça c'est pour permettre de combler tout le gap, par exemple, dans le futur des adresses IP publiques. Parce qu'il y en aura tellement que l'IPv4 risque de ne pas satisfaire. Donc à nous de réfléchir maintenant pour essayer de comprendre ce qu'est l'IPv6, qu'on appelle Internet Protocol version 6. Merci, à la prochaine. Je vous avais parlé tantôt d'un objet qui permettait de récurer vos toilettes tout seul. Aujourd'hui, je viens vous présenter un robot qui construit vos meubles à votre place. Tesseau est un système robotique qui permet à des novices de concevoir des meubles en bois sur ordinateur puis d'en confier la découpe à des robots. Baptisé Tesseau, il s'agit d'un ensemble de robots menuisiers qui peuvent fabriquer des meubles usuels comme des chaises, des tables, des bureaux sans intervention humaine. Le modèle est d'abord créé sur un ordinateur avec le logiciel de CAO OneShape. Le plan de construction est ensuite transmis à une équipe de robots qui vont se charger du travail de découpe des pièces en bois. Contre toute attente, il ne s'agit pas de mastodontes hyper complexes. Il y a d'abord deux bras robotisés U-Bots de la marque KUKA montés sur des plateaux motorisés qui se chargent d'acheminer les pièces en bois à découper à une scie circulaire. Un robot aspirateur de la marque Roomba, dont les balais ont été remplacés par une scie sauteuse, se charge de tailler les autres éléments. L'assemblage du meuble sera ensuite fait par un humain en suivant les instructions pas à pas. Pour les amateurs de randonnée, j'ai pour vous un kit qui va vous permettre de survivre en toute occasion. C'est le kit Outdoor VSSL Découverte. Voici l'ultime gadget pour les randonneurs et autres voyageurs au long cours. Perdu en plein outdoor, désert, bush, glacier, savane, monde, forêt ou jungle, voici un kit qui vous garantira de vous en sortir, peu importe les conditions. Doté d'une lampe de poche puissante, vous pourrez éloigner les prédateurs qui rôdent la nuit, tout en faisant des signaux SOS grâce à son mode spécial. Si l'utilité de la boussole n'est plus à démontrer, vous serez toutefois content d'apprendre qu'une petite bougie et des allumettes étanches sont également présentes. Idéal pour démarrer un feu, vous pourrez ainsi cuire les poissons que vous aurez pêchés grâce au matériel de pêche inclus. Et si vous veniez à vous blesser, les rudiments de premiers soins vous permettront de vous soigner. Et ce n'est pas tout, vous y trouverez également des comprimés de purification d'eau, d'une scie portative, un miroir pour envoyer des signaux lumineux, un nouveau boîte et un sifflet. Le tout contenu dans un cylindre en aluminium design résistant à l'eau et au choc.
C'est toujours une grande joie pour moi et un grand ravissement de me tenir tous les dimanches devant vos écrans pour vous présenter Hightech 221. J'espère que vous avez adoré ce numéro. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours.